À tout à l'heure. Merci. Ouais. Bonjour à tous, vous m'entendez bien à distance? Oui. Oui, merci. Ouais. Voilà, donc je vais commencer cette présentation. Je vais commencer par le problème qui nous a été posé. Donc, ce que je n'ai pas dit hier, c'est que je suis dans un centre de géosciences à l'école des mines. Donc, on s'intéresse à la caractérisation du sous-sol. Et on collabore avec l'équipe de géologie qui a développé depuis une vingtaine d'années un logiciel qui essaye en fait de modéliser les milieux méandriformes en intégrant tout un tas de processus et pour pouvoir faire des simulations 3D et servir de modèle a priori ensuite pour des inversions sismiques par exemple ou autres. Voilà, pour ceux qui ont... Méandriformes, c'est des méandres en fait. Donc ils modélisent les équations des méandres, le fait que le méandre se fasse des bras morts. Enfin, ils rajoutent chaque année des petits modules. C'est une grosse boîte noire, mais qui produit des simulations qui plaisent beaucoup aux géologues utilisateurs. Et ils aimeraient bien en fait que quand ils font des simulations, je vous rappelle que je m'intéresse beaucoup à la simulation de phénomènes spatiaux, ils aimeraient beaucoup que ça ressemble à ça. Alors, ils essayent d'utiliser ce logiciel. Le problème de ce logiciel, c'est que c'est un peu une boîte noire, c'est un peu long à faire tourner et ils ont du mal à conditionner ça par des observations. C'est-à-dire que quand ils ont par exemple des puits, c'est des gens par exemple dans le milieu pétrolier qui font ou en géothermie qui font des forages, ils ont du mal à contraindre leur modèle à passer par les puits, quoi, à respecter les puits, à avoir la valeur simulée qui est proche ou égale à ce qu'ils ont observé au niveau des puits. Et donc, certains sont venus nous voir en nous disant « mais vous ne pourriez pas faire un proxy, quoi, un modèle approchant qui serait plus basé sur de la géostat ?» parce que la géostat, on sait bien conditionner, comme je vous ai montré hier pour ceux qui étaient là. Donc, on a un petit peu essayé, mais les résultats étaient assez décevants, puisque nos modèles, comme on l'a montré hier, ils n'ont que 2 ou 3 paramètres, ils sont très simples. Et donc, on n'arrivait pas à faire aussi bien que ça. Et puis, parallèlement à ça, quand on suivait un peu l'actualité scientifique autour du deep learning, on a vu que, j'espère que ça a marché, oui, on a vu que des gens étaient capables de faire des simulations avec un réalisme absolument extraordinaire avec des modèles du deep learning. Donc, typiquement, là, c'est une personne qui a été générée à l'instant. Je peux en générer une autre. Voilà. Donc, ça, c'est des modèles. C'est un modèle, en fait, qui génère ces personnes qui n'existent pas. Alors, d'où ça vient? Il y avait au départ une base de données de 70 000 photos qui a été consommée par un gros réseau de neurones et qui génère ensuite, qui est capable en 1 seconde de générer ces types de personnes. Donc, on s'est dit, bon, quand même, on n'a pas le droit de passer à côté de cette technologie. Il faut au moins regarder ce que ça peut faire et voir si on ne pourrait pas utiliser ça pour faire des proxys par exemple, de Flumi dans un premier temps, mais après, ça peut être, par exemple, si on veut faire des simulations de choses qui ressemblent à ce qu'on observe sur des images satellites. Après, il y a énormément d'applications potentielles pour faire mieux que ce que fait la géostat que je vous ai montré hier. Voilà, donc, on s'est dit, il faut qu'on regarde un peu en détail J'essaie de fermer ça un petit peu en détail. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui. Alors, le deep learning, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une partie du machine learning qui s'occupe des réseaux de neurones. Donc, un réseau de neurones, je vais détailler un petit peu ce que c'est qu'un réseau de neurones. C'est simplement, à ce stade de l'exposé, une fonction f qui est paramétrée par plein de paramètres. Des milliers, nous on est de l'ordre des milliers, mais aujourd'hui j'ai entendu parler de réseaux de neurones en classification d'images qui atteignent des centaines de millions de paramètres. Il y a des millions et des millions de données pour apprendre des choses comme ça. Voilà, ces paramètres, on les appelle les poids. Et on les dénotera W, voilà, vous imaginez un grand vecteur avec plein de valeurs. Et pourquoi on utilise des réseaux de neurones? Alors, il y a plein de raisons, donc je vais essayer d'expliquer, mais une qui est très intéressante, c'est que ces réseaux de neurones, ils ont un super pouvoir expressif. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont capables d'approcher n'importe quelle fonction dès lors qu'on leur met beaucoup de paramètres. Et donc,
comme beaucoup de problèmes s'écrivent comme un problème de minimisation d'une fonctionnelle, je vais expliquer ça juste après avec des exemples. C'est-à-dire qu'on cherche en fait une fonction de fonction, on cherche une fonction petit f qui va minimiser une fonction de fonction. En fait, comme les réseaux de neurones peuvent approcher n'importe quelle fonction, on se dit, et que c'est difficile d'optimiser sur un espace de fonction, on se dit, on va remplacer cette fonction par un réseau de neurones qui est paramétré par des poids, et on se retrouve avec un simple, entre guillemets, problème d'optimisation, de trouver les poids qui vont minimiser cette fonctionnelle. Et donc, il y a plein de cas en fait, où les problèmes s'écrivent comme ça, et on peut mettre un réseau de neurones, et ça fonctionne. Alors, les cas, par exemple, le plus commun, celui sur lequel je vais beaucoup m'attarder aujourd'hui, dans la première partie de mon exposé, c'est la classification. Je reviendrai. Le deuxième point, c'est aussi ça qui va un petit peu m'intéresser à un moment donné, c'est la compression de données. Donc, la compression de données, c'est par exemple, on a des images et on essaye de les compresser pour qu'elles prennent moins de place, par exemple, avec un encodeur FE. Et qu'est-ce qu'on cherche quand on fait de la compression? On cherche à avoir un décodeur tel que quand j'applique l'encodeur puis le décodeur, à la fin, je retrouve une image qui est à peu près proche de l'image que j'avais rentrée. Donc, voilà, un autre problème où cette fois-ci, je cherche deux fonctions pour minimiser une erreur de reconstruction. C'est utilisé, j'ai vu récemment, pour la prédiction spatio-temporelle. Je ne vais pas aller sur le lien, parce qu'en fait, c'est le lien que je vous ai montré hier, où on voyait les nuages se déplacer. En fait, ça, c'est un module qui a été développé par Google pour prédire la pluie dans les 6 prochaines heures. Ça, j'en parle pas. Et puis, nous, ce qui va nous intéresser, c'est essayer de trouver un processus aléatoire, un modèle de simulation, si vous voulez, qui va générer des images avec une distribution proche, dans un sens qu'il faudra expliciter, de celle des images d'entraînement. Et donc, nous, la fonction qu'on va chercher à minimiser, la fonctionnelle, on va avoir une distribution d'images générées et une distribution de vraies images, et on va essayer de faire se rapprocher les deux. Voilà, donc les domaines d'application de ces réseaux de neurones sont immenses. Ça va de la vision assistée par ordinateur, par exemple pour les diagnostics médicaux, la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'écriture, au traitement du langage naturel, tout ce qui est outils de traduction, de détection de spam. Dans les data science, énormément d'utilisation dans la maintenance prédictive, par exemple, essayer de prédire une panne à l'avance à partir du comportement d'un appareil sur lequel on prendrait des mesures. Des applications plus marketing, comme la prédiction de clics sur les sites web pour la publicité, prédire les défauts de paiement, et puis des succès absolument prodigieux au niveau de ce qu'on a appelé l'intelligence artificielle, c'est les joueurs les ordinateurs qui jouent aux échecs et au Go avec un niveau qui est absolument délirant. Voilà, et puis la génération d'art aussi, ça c'est un petit peu plus pour la gloriole, mais finalement, c'est dans cette partie-là qu'on s'insère. Voilà. Alors, il y a plein de raisons pour le succès. Il y a des raisons théoriques telles que j'ai essayé de les aborder dans la première partie. Il y a aussi d'autres raisons, c'est qu'on a de plus en plus de données. Vous savez qu'on est à l'ère du big data. Donc, comme il y a beaucoup de données, on peut apprendre des fonctions de plus en plus complexes. Il y a des nouveaux algorithmes, des avancées algorithmiques assez importantes qui permettent de bien apprendre ces réseaux de neurones. Il y a Python, qui est un langage simple à utiliser comme R à peu près, et qui permet en fait à n'importe qui d'utiliser des réseaux de neurones, d'autant qu'il y a des librairies extrêmement performantes qui sont mises à disposition par Google et Facebook, comme TensorFlow ou PyTorch, qui permettent de très facilement implémenter un réseau de neurones sur votre ordinateur. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris. Il y a des blogs disponibles, on peut récupérer du code. Voilà, il faut savoir que Google et Facebook, ce sont les deux. C'est comme des grandes universités maintenant du point de vue des réseaux de neurones et de l'intelligence artificielle, et c'est elles qui produisent énormément à la fois sur les codes et sur même la recherche la plus théorique. Voilà, donc nous, on est plutôt sur Google. J'utilise plutôt TensorFlow et son interface Keras. Voilà, on a de la puissance de calcul qui est très importante à disposition. Nous, on fait tourner nos modèles sur des clouds, notamment sur Google Colab, qui est une façon d'utiliser des cartes graphiques gratuitement mises à disposition par Google, en petite quantité. Si on veut plus, il faut bien sûr payer. Et puis voilà, et puis il y a énormément de partage dans cette communauté avec des blogs, des MOOC, et puis le succès entraînant le succès. Voilà, on a de plus en plus de gens qui utilisent les réseaux de neurones. Donc, il y en a à peu près partout dans notre vie quotidienne. Voilà, donc je trouvais ça intéressant dans le cadre de cette présentation, comme Fred m'a gentiment accordé 3 quarts d'heure, de bien expliquer, de prendre le temps d'expliquer ce que c'est qu'un réseau de neurones, comment on les entraîne, et à la fin seulement de revenir rapidement sur notre problème géostatistique qui sont les modèles génératifs. Voilà, donc ceux qui connaissent très bien les réseaux de neurones, j'ai envie de dire, vous allez
vous pouvez mettre votre son en off et revenir à 10 minutes de la fin. Je vais parler, je vais essayer de faire assez didactique. Voilà, donc, j'ai commencé à m'intéresser à la classification d'images, par exemple. On a n individus, donc c'est n images, grand n images. Et pour chaque individu, on a un ensemble de covariables, on appelle ça features en machine learning, qui est voilà, un ensemble de valeurs. Donc, par exemple, pour une image, ça va être chaque pixel de l'image, la valeur de chaque pixel de l'image. Et pour une image en couleur, comme il y a 3 niveaux de couleur RGB, on va avoir 3 fois le nombre de pixels. Voilà, on met ça dans un grand vecteur. Et puis, on a une variable catégorielle YI qui est, par exemple, est-ce que c'est un chat? Oui, non. Donc, c'est du 0,1, par exemple. Ça, c'est de la classification binaire. Ça peut être aussi on peut aussi faire de la régression, hein, quand on veut prédire, par exemple, la probabilité non, quand on veut prédire une variable continue. Ça peut être, le Y peut être une variable continue. En classification, on a la classification binaire, est-ce que c'est un chat ou non, ou alors est-ce que c'est un chat ou un chien ou un taureau ou une voiture ou un camion, et ça c'est de la classification multiclasse. Donc dans ce cas-là, le Y peut prendre ses valeurs dans un ensemble de grands cas catégories. Voilà, donc ça on met ça sous forme de matrice, et quand on a plein de données, hein, et ces petites n données, et puis voilà, on a la matrice des labels. Voilà, quand j'en ai pas besoin. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaie de construire un réseau de neurones, ici, tel que si je lui donne le chat en entrée, c'est-à-dire je casse chaque pixel ici, à la fin, on me donne la probabilité que ce soit un chat. Alors, réseau de neurones, je fais un petit peu d'histoire, rapidement, parce que ça permet aussi d'illustrer un petit peu comment ça marche. Alors, donc ça a été, les premiers modèles de réseau de neurones ont été créés par McCulloch et Pitts dans les années 40. En fait, il y en a un des deux qui était logicien, je pense qu'on dit comme ça, et l'autre qui était plutôt neuroscientifique. Voilà, donc un neurone, vous en avez un ici. Donc, les neurones, ça fait un ensemble connecté en réseau. Et puis, il y a du courant qui passe ou qui ne passe pas par les dendrites. Ensuite, ça passe par un axon. C'est un modèle très simplifié, ce que je raconte. Je ne suis pas biologiste, mais ça passe par ça. Et puis, si la valeur électrique issue des différentes entrées dépasse un seuil, alors ça produit une valeur électrique, enfin, une impulsion qui est passée aux autres neurones. Et mathématiquement, McCulloch et Pitt, voilà, on représentait ça comme ça. On a des entrées qui sont dans leur version binaire, hein, 0, 1, le courant passe ou le courant ne passe pas. On a des poids qui viennent pondérer ces entrées. On fait la somme de ces poids fois les entrées. Et si ça dépasse un seuil, θ ici, pouf, on renvoie 1, sinon on renvoie 0. Voilà, donc ça, c'était tout simple. Alors, ils se sont amusés avec ça, j'en parle parce que ça va nous aider pour la suite. Ils se sont amusés avec ça, à voir c'était des logiciens, donc à voir ce qu'on pouvait coder comme... Alors, de façon assez évidente, on peut coder l'opérateur non, par exemple. L'opérateur non, c'est l'opérateur, on lui donne un 0, il renvoie 1, on lui donne un 1, il renvoie 0. Comment on fait ça? C'est un simple truc comme ça. On met la valeur moins 1 comme poids, et puis comme seuil, on met moins 0,5, et vous pourrez vérifier que si vous mettez un 0 ici, à la fin, vous allez bien sortir un 1, et si vous mettez un 1 ici, vous allez bien sortir un 0. On peut coder le « et ». Alors, le « et », je le représente graphiquement ici. Hein. Le « et », la première variable, elle vaut 0. Ici, on a la première variable et la deuxième variable. Ici, on a la deuxième variable. Pardon, ici, on a la première variable. Si elle vaut 0, ou si elle vaut 1, et pareil pour la deuxième variable. Et le « et », il ne doit sortir du courant que quand la première est à 1 et la deuxième est à 1, c'est-à-dire dans cette zone. Donc, en fait, avec des poids bien choisis qui sont ici, 1 et 1 et un seuil à 1,2, par exemple, on délimite l'espace en deux parties, tel qu'on est le 1 de ce côté-là et le 0 de ce côté-là. Donc, vous pouvez vérifier que si vous rentrez ces valeurs dans ce réseau, vous aurez bien les valeurs ici en sortie. Voilà, j'accélère un peu. On a le « ou » qui permet de... Il suffit juste de changer la valeur du seuil pour faire apparaître ces points rouges du bon côté. Et il s'est arrivé un problème, c'est le « ou » exclusif. Le « ou » exclusif, ça veut dire que je veux que les deux soient... c'est le « ou » exclusif. Voilà, vous avez le tableau de vérité ici et le schéma ici. Et là, avec juste un simple modèle comme ça, c'était compliqué de le faire parce que le modèle n'est pas linéairement séparable. Je ne peux pas trouver une droite qui va séparer les points en mettant les rouges d'un côté et les noirs de l'autre. Et en fait, l'idée, c'est de combiner les neurones et de dire que voilà, le « ou » exclusif, ça veut dire que les deux sont
sont positifs, mais qui ne sont pas positifs en même temps. Ça s'écrit comme ça. Et donc, l'idée, c'est de combiner des neurones comme ça. Et donc là, vous avez cette architecture-là qui, finalement, j'ai combiné ensemble les 3 petits réseaux de neurones que je vous ai montrés pour pouvoir créer ce genre de forme. Voilà. Et ça va être intéressant de pouvoir combiner des neurones pour pouvoir faire des formes un peu complexes, parce que les points noirs et rouges, ils sont souvent dans un espace où on a du mal à les séparer juste par une droite. Quoi. En 2D, une droite, ou pour des images, vous imaginez, on cherche un hyperplan qui va séparer, par exemple, les chats des chiens. Voilà. Donc, essayons toujours de rester en 2D pour se faire des représentations et après de voir que en fait, c'est juste des généralisations à des espaces plus grands. Voilà, donc ça, c'était les logiciens, mais en fait, la première vraiment... Voilà, donc, ce qu'ils ont montré, c'est qu'on pouvait approcher à peu près n'importe quelle fonction binaire, je pense. Mais la première vraiment utilisation ou tentative d'utilisation des réseaux de neurones, enfin, pour l'instant du perceptron, pour dans quelque chose qui s'apparenterait à du machine learning, c'est venu par Rosenblatt dans les années 50. Et donc là, j'ai copié un morceau c'était un dossier de demande de financement, donc il demandait 2 ans pour faire ça. Alors, ce qui est étonnant, c'est que si on traduit ça, c'est tout à fait des choses qu'on aurait pu écrire il y a 3 ou 4 ans en rédigeant un rapport à NR. Il dit qu'en gros, avec les avancées de l'informatique, on cherche à concevoir, à faire des machines qui apprennent elles-mêmes en fait, sans être explicitement programmées. Et elles apprennent par rapport à de leur environnement. Et donc, lui, il s'est basé sur le modèle de McCulloch et Pitts. Il a juste rajouté ici une constante, voilà, ici, et puis il s'est autorisé à avoir des entrées qui n'étaient pas binaires, mais qui étaient des variables continues. Par exemple, il voulait vraiment faire de la classification d'images. Donc, on a par exemple des pixels ici avec des niveaux de gris. Alors, il travaille avec des toutes petites images, 20 sur 20 par exemple. Et avec juste ce petit modèle, il essayait de voir s'il pouvait classer les images. Alors, il faisait des choses très simples. Il mettait par exemple des images avec des tâches en haut à gauche de l'image, des tâches en bas à droite. Il disait, voilà, les tâches en haut à gauche, elles valent 1, les tâches en bas à droite, elles valent 0. Et il essayait de voir si à la fin, quand on donnait une nouvelle image, elle était capable, sans qu'on lui ait dit ce qu'on cherchait, en fait, juste en lui ayant donné les données, de pouvoir faire la séparation. Ça, c'est une petite écriture condensée de la combinaison linéaire. Voilà, je l'écrirai comme ça. Et donc, ça, c'était son algorithme. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'algorithme, mais imaginez en 2D, vous avez des points rouges et des points bleus, et vous essayez de faire avec votre règle, vous essayez de faire une droite qui sépare les points rouges et les points bleus. En fait, vous allez regarder, lui, son algorithme, il regardait chaque point, et si le point était bien placé, alors il bougeait il faisait rien, et si le point était mal placé, il bougeait un peu la règle pour que le point devienne bien placé. Mais en faisant ça, le problème, c'est que un point qui pouvait être bien classé précédemment devenait mal classé, et voilà, mais on peut montrer théoriquement que malgré tout, en faisant ça, on converge en un nombre fini d'itérations. Donc voilà, c'est ça le perceptron, c'est l'ensemble de son petit modèle et cet algorithme. Malheureusement, cet algorithme ne converge que si une solution existe. Ça veut dire que s'il existe une droite ou un hyperplan qui sépare les points avec tous les rouges d'un côté et tous les bleus de l'autre. Il suffit qu'il y ait un point bleu qui soit dans le paquet des rouges et son algorithme ne marchait pas. Donc, il n'a pas pu faire grand-chose et puis il est mort assez jeune. Donc, il n'a pas vu tout le potentiel de ce qu'il avait. Voilà, mais c'était ça, ces machines. C'était vraiment l'informatique à l'époque n'était quand même pas aussi miniaturisée que maintenant. Ça, c'est des potentiomètres qui permettaient de contrôler les poids de son perceptron. Et voilà. Alors, parallèlement à ça, 20 ans plus tôt, même dans un laboratoire sans doute de biologie, des gens, eux, avaient des statisticiens, justement, notamment Fisher, qui est un célèbre statisticien. Eux, ils savaient traiter des données non séparables. Donc, par exemple, si on a une dose, ils voulaient regarder l'effet d'une dose d'un médicament sur la guérison d'un traitement. 0, on va dire que le patient n'est pas guéri. 1, le patient est guéri. Ils voulaient faire de la régression avec ça. Alors, ils se rendaient bien compte qu'on ne pouvait pas faire juste une régression linéaire. Et donc, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils modélisaient la probabilité de ce truc-là comme étant une fonction, on va voir tout de suite après un exemple, appliquée à une combinaison linéaire des covariables et de certains poids à déterminer. Voilà, ils essayaient de modéliser cette courbe-là. Voilà, eux, ils travaillaient avec le modèle Probit, ils prenaient cette fonction-là, qui a été abandonnée pour plein de raisons. Et puis, dans les années 40, Bergson, lui, il a introduit, pour cette utilisation-là, le modèle logistique, qui est ce que j'appellerais aussi la sigmoïde. Voilà. Et donc, ça, c'était le modèle logistique. C'est le modèle logistique. Et donc, eux, ils savaient traiter
par maximum de vraisemblance, ce type de problème. Donc finalement, si on reprend le problème de McCulloch, merci Rosenblatt, Fisher, lui, ce qu'il a juste introduit, c'est qu'il a changé la fonction h ici par une fonction sigmoïde. Et l'intérêt de ça, c'est qu'en fait, cette fonction-là, elle bouge continuellement. C'est-à-dire que si je bouge un peu les poids, la fonction, elle va toujours changer de valeur. Alors que dans le modèle de Rosenblatt, si je bougeais les poids tant que je n'avais pas passé le seuil, il ne se passait rien. Et donc, pour toutes les méthodes d'optimisation, on ne pouvait pas utiliser les méthodes d'optimisation, par exemple, basées sur les descentes de gradient. Voilà, donc ça, alors que Fisher, donc lui, il avait déjà ce truc-là. Et bien ça, c'est la dernière couche des réseaux de neurones modernes. En fait, Fisher, il avait créé la dernière couche des réseaux de neurones modernes pour la classification binaire. Alors, on va aller un peu plus loin, on va écrire la vraisemblance d'un truc comme ça. Donc, la vraisemblance, c'est la probabilité d'observer ce qu'on observe. Elle s'écrit comme ça dans un modèle logistique. Qu'est-ce que ça vaut, ce truc-là? Ça vaut PI si y vaut 1, et ça vaut 1 moins PI si y vaut 0. Donc, ça peut s'écrire exactement comme ça. Si on a n observations indépendantes, la probabilité des observations, c'est le produit des probabilités qui sont là. En général, pour maximiser ça, on prend le log. Ça devient ça. Et puis, si on prend moins le log et qu'on le minimise, on a la cross-entropie binaire, qui est la fonction encore utilisée dans les réseaux de neurones modernes comme fonction coût, en fait, pour la classification binaire. Voilà, donc en fait, tous les outils étaient là, mais ça a pris quand même longtemps avant de prendre son essor. On comprend bien pourquoi. Voilà, donc maintenant, j'en arrive au réseau de neurones. J'ai parlé un petit peu du perceptron, j'ai parlé de la dernière couche, ici, voilà, ça c'est Et voilà, maintenant, le réseau de neurones, c'est simplement une combinaison de ces couches. Donc, c'est ce qu'on appelle un perceptron multicouche, perceptron multicouche. Voilà, il y a plusieurs couches de perceptrons. Ça, c'est une couche, et chaque cellule, c'est un perceptron. Alors, je détaille un tout petit peu pour vous montrer que c'est vraiment pas compliqué. On a des entrées, donc ça c'est une couche que je détaille. On a des entrées qui sont ici, des sorties qui sont ici de la couche. Et qu'est-ce qu'on fait dedans? On met les entrées dans un vecteur. On rajoute un petit 1 ici pour gérer la petite constante qu'on va rajouter à ça. Voilà, ça c'est le vecteur que je réécris en bas. On prend une matrice W de poids, et ça nous donne un vecteur S de sortie qui est une simple, finalement, combinaison, c'est un produit matriciel, en fait, entre les entrées et la première ligne de la matrice, ça nous donne le premier. Ça, c'est le deuxième, etc., jusqu'au dernier. Et donc, à la fin, ce qu'on vous montre avec des flèches savantes, en fait, c'est un simple produit d'une matrice par un vecteur. Donc ça nous donne S, donc qui est une combinaison linéaire des entrées. Et ça ne suffit pas, parce que si on fait ça ne sert à rien d'enchaîner des couches comme ça, puisque quand on fait un produit de matrice, à la fin, on a encore une matrice. Donc, on n'aurait rien gagné à empiler les couches. En fait, il y a une particularité importante pour pouvoir avoir de l'expressivité avec ces réseaux de neurones, c'est que, vous voyez, j'ai S, mais en fait, V, ça va être une fonction non linéaire de S. Voilà, c'est ce qu'on appelle une fonction d'activation. Donc, on a vu la sigmoïde, ça c'est plus pour la dernière couche de réseau de neurones, même si elle est restée aussi longtemps pour aussi l'utiliser dans les couches intermédiaires. Et maintenant, il y a plein de fonctions modernes. Je ne vais pas en parler, mais elles sont très très simples, ces fonctions. Il y a par exemple la relue, j'en parle un tout petit peu. La relue, c'est une fonction qui vaut 0 tant qu'on n'a pas atteint 0, et après, elle est linéaire, y égale x, quand on a dépassé 0. Donc, c'est des choses assez simples, mais le fait de mettre ces non-linéarités, d'un coup, ça donne du pouvoir expressif à nos réseaux de neurones. La sigmoïde, dans les couches intermédiaires, on l'a un petit peu abandonnée parce qu'elle avait un problème de gradient qui s'annulait. Vous avez vu qu'elle vaut presque 0 partout, en fait. Enfin, 0, elle est constante à 0 presque partout et presque constante à 1 presque partout. Il n'y a que dans une toute petite zone qu'elle n'est pas, où elle a un peu de variation, et donc c'était un peu compliqué quand on les enchaînait d'avoir des bons résultats. Voilà, donc maintenant, tout le monde utilise des relus, les gens ont essayé ça s'est mis à marcher, on ne sait pas trop pourquoi. Ouais, c'est un petit peu de l'empirisme. Il y a encore de l'empirisme, il y a des gens qui travaillent à étudier pourquoi ça marche, ce n'est pas du tout mon travail. On est des utilisateurs de ces choses-là. Voilà, donc en résumé, un réseau de neurones, qu'est-ce que c'est? C'est une couche, c'est juste une fonction. Ne regardez pas les slides, juste VL, retenez juste que c'est une fonction, petit fl, de VL-1. Et ensuite, un réseau de neurones multicouches, c'est simplement une combinaison de ces fonctions. On a les entrées, ce qu'on appelle la couche d'entrée, ça c'est nos observations. Et puis à la couche L, on écrit VL comme étant une fonction de VL-1. Et à la fin, on a une couche de sortie
quand on est au dernier niveau. Voilà, donc ça, c'est ce que j'arrête pas de dire un petit peu en filigrane dans mon exposé, c'est que ces réseaux de neurones ont une grande capacité. Il y a des théorèmes qui nous disent que si on se donne un epsilon qui va caractériser l'erreur qu'on commet en essayant d'approcher une fonction f par un simple réseau de neurones à une couche cachée, en fait, en augmentant le nombre de neurones dans la couche cachée, le nombre de petits cercles dans la couche cachée, on arrivera à approcher, on arrivera toujours à trouver un moment où on approche parfaitement la fonction f. Alors bien sûr, des fois, il faut beaucoup de neurones, hein. Mais en tout cas, c'est des résultats qui sont rassurants parce qu'ils nous disent que finalement, voilà, on arrivera toujours à trouver une solution dès lors on se donnera les moyens. Donc, les moyens, c'est deux trucs, hein. C'est des moyens computationnels, c'est-à-dire pouvoir calculer des très, très grands réseaux de neurones. Et bien sûr, il faut un nombre de données suffisant pour pouvoir apprendre ça quand on est en sciences des données. Voilà, donc la fonction coût, je reviens un petit peu sur la fonction coût, hein, pour donner trois petits détails. En régression, la fonction coût qu'on utilise, c'est une simple somme de carrés des erreurs. En classification binaire, on a déjà vu, c'est la cross-entropie binaire. Et puis, si on fait de la classification multiclasse, hein, je vous rappelle, on veut prédire des chats, des chiens, des taureaux, etc., on utilise une généralisation qui s'appelle l'entropie croisée et qui est en général utilisée. Alors, on n'utilise pas la sigmoïde ou la logistique à la fin, on utilise la softmax. Hein. La softmax, c'est simplement une façon de transformer les sorties de la dernière couche en probabilité. Donc, on prend l'exponentielle, ça nous fait des nombres entre 0 et plus l'infini, et puis après, on redivise par la somme, de telle sorte qu'à la fin, on a bien que la somme des sorties vale 1, c'est ce qu'on veut pour une probabilité, et chaque sortie est positive. Voilà, mais je ne parlerai pas trop de classification multiclasse aujourd'hui. Voilà, donc là, on est armé. Voilà, vous savez maintenant ce que c'est, enfin, ceux qui ne savaient pas, vous savez maintenant ce que c'est qu'un réseau de neurones. C'est finalement assez simple comme construction. Alors maintenant, il faut les apprendre, ces réseaux de neurones, hein, parce qu'on a des milliers, on va dire des milliers pour être raisonnable aujourd'hui, des milliers de poids, et donc il faut apprendre ces réseaux de neurones. Donc l'idée, c'est toujours cette famille d'algorithmes qui est utilisée, c'est de faire des descentes de gradients. Donc ici, je représente une fonction coût en deux dimensions. Imaginons qu'on n'ait que 2 poids à trouver, mais il faut essayer de faire un effort pour se représenter ce qui se passe dans des dimensions supérieures. C'est un peu le même problème. On veut trouver, nous, le minimum de notre fonction coût, qui est ici. Là, on va calculer le gradient. Le gradient, il va nous indiquer finalement dans quelle direction on doit aller. Et puis, on va utiliser un algorithme du gradient. On se donne un vecteur de poids initial, par exemple ici. Et ensuite, on suit la direction de descente en allant dans la direction de moins le gradient. Et ça converge, si la fonction est suffisamment régulière, ça converge vers le minimum. Alors, il y a un petit paramètre à choisir ici qui est un peu ennuyeux, c'est le learning rate. Si on prend quelque chose de trop petit, on va faire des tout petits pas et on va converger lentement. Et puis, si on prend des choses trop grandes, on va rebondir, en fait. On va aller là, puis on va rater le milieu, on va aller de l'autre côté, puis on risque de perdre pas mal de temps. Donc, il y a des petits paramètres de réglage, mais c'est en gros les algorithmes qui sont encore utilisés pour la minimisation de réseaux de neurones, de fonctions coût pour l'entraînement des réseaux de neurones. Alors, il y a un deuxième terme qui est très souvent utilisé, je vais vous le présenter rapidement, c'est la backpropagation. C'est-à-dire comment on calcule le gradient. C'est un petit détail technique, mais je vais le faire en survol. Comment on calcule le gradient de notre fonction coût par rapport au poids de notre réseau de neurones. En fait, on utilise la chain rule. La chain rule, c'est ce qui nous permet de calculer la dérivée d'une composée de fonctions. C'est-à-dire une composée, j'applique G, puis après j'applique F. Quand on dérive ça, en fait, ça fait F' fois G'. Et puis si on généralise, si on réapplique ça maintenant en 2 fois, à F rond G rond H, on voit que ça fait F rond G' de H, enfin 2 fois H', et on recasse F rond G', et on a bien F' fois G' fois H'. Et en notation un petit peu simplifiée, on a que dz sur dx égale dz sur du fois du sur dy fois dy sur dx, si on considère que y et u sont les niveaux intermédiaires. Voilà, donc j'utilise ce truc-là. Et donc maintenant, je vous explique pourquoi on appelle ça backpropagation. On s'intéresse à la dérivée de la fonction coût par rapport au poids de la dernière couche. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, les poids de la dernière couche, ils s'écrivent comme la fonction coût appliquée aux sorties V du réseau de neurones. Les sorties V, c'est la fonction d'activation appliquée aux sorties SL. Ça, c'était ce qu'on avait juste après avoir appliqué la matrice. Et puis ensuite, on dérive SL, la sortie, par rapport au poids. Donc ça, c'est simplement dériver une combinaison linéaire par rapport au poids de la combinaison. Donc, tous ces termes-là sont assez simples à calculer. Et donc, pour calculer la dérivée globale, on fait ça. Maintenant, intéressons-nous au poids de l'avant-dernière couche, ici.
en fait, comme on repart de la fin, ce terme-là, on le récupère, on le met là, et puis ensuite, on continue à se propager dans le réseau de la même façon, jusqu'à arriver au poids de l'avant-dernière couche. Et puis, on itère ce processus-là, voilà, et ça continue comme ça jusqu'au poids de la première couche. Et puis, si on regarde ces quantités-là, en fait, on a juste besoin d'incrémenter ces quantités-là. C'est l'algorithme qui s'appelle backpropagation et qui permet de calculer très, très efficacement les dérivés de cette fonction coût par rapport à des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de paramètres. Voilà, ça a été découvert dans les années, je pense, 70, et ça a été une grande impulsion en fait, pour les réseaux de neurones. Bon, je vais passer cette partie-là. Ça, c'est juste pour vous dire que je vous ai dit qu'on faisait une descente du gradient. En fait, on fait du gradient stochastique, hein, parce que comme des fois, on a des millions de données, c'est coûteux de calculer quand même si on utilise la backpropagation, c'est coûteux de calculer un gradient en intégrant toutes les données à chaque itération pour juste faire un petit pas ensuite. Donc, ce que font les gens, c'est qu'ils font des petits paquets qu'ils appellent des batchs, par exemple de 20 données. Ils calculent le gradient de la fonction coût juste en utilisant ces 20 données. Ça les fait bouger dans une direction. Et ensuite, ils reprennent 20 autres données, etc., jusqu'à avoir épuisé tout le jeu de données. Et ça s'appelle un époque. Donc, une itération, c'est un époque, c'est quand j'ai épuisé tout le nombre de jeux de données. Puis après, ils me font une trentaine d'époques. En général, ça converge bien. En tout cas, ça converge vers une solution qui n'est peut-être pas forcément le vrai minimum ou le seul minimum, mais une condition qui est acceptable. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le gradient stochastique. Et puis, voilà la variante moderne du gradient stochastique. Ça, je l'ai codé c'est une dizaine de lignes en R de coder ce truc-là. C'est vraiment très, très simple. Et bien sûr, vous n'avez pas à le coder si vous utilisez les packages qui vous sont fournis par Google et Facebook. Alors là, je vais m'arrêter une seconde pour vous montrer quand même en pratique ce que ça donne sur un tout petit exemple jeu. Mais moi, j'espère que ça va marcher. Voilà, sur un tout petit exemple jeu qui permet de bien comprendre ce qui se passe. Donc voilà, on va commencer par un jeu de données très très simple. On a des paquets, des données oranges, on va dire que c'est les chats, et les données bleues, c'est les chiens. Excuse-moi, par contre, à distance, on voit toujours ton écran, enfin ton PDF, pas ce que tu changes là. Il faut que j'arrête le partage? Non? Oui, tu peux arrêter le partage. Nouveau partage, comme ça. Et je vais dessus. Ah oui, d'accord. Ah, je ne peux pas mettre écran entier. Comme ça, je risque de réoublier ensuite. Non, on ne peut pas mettre écran tout entier. Ouais, vous me rappellerez si je... Voilà, donc merci de m'avoir signalé ça. Donc voilà, je vous montre en 2 dimensions ce qui se passe. Et encore une fois, il faut imaginer qu'on travaille avec des images où on travaille dans des dimensions beaucoup plus grandes. Mais ça permet quand même de bien comprendre ce que ça fait finalement un réseau de neurones. Donc on a 2 dimensions. Donc les 2 entrées, finalement, c'est les coordonnées de la première. C'est X1 et X2, hein, c'est les features de mon jeu de données. Et puis le label, c'est est-ce que je suis orange ou est-ce que je suis bleu. Donc on va mettre un réseau de neurones, une couche cachée. On va commencer par un neurone. Et là, si vous avez suivi le début de la présentation, vous devez savoir que ça va marcher. On va se donner une fonction d'activation. On va prendre la relue, par exemple. Voilà, on lance le truc. Comme c'est un gradient stochastique, il y a des petites fluctuations. Mais là, bon, c'est un problème hyper simple. Hein. Il y a une droite qui sépare, donc un neurone suffit. Et voilà la droite. Bon, on ne va pas s'attarder trop longtemps sur ce problème. On va passer après un poil plus complexe. Maintenant, vous voyez bien que vous pouvez... Ah, si là, on peut quand même faire passer... Non, je ne vais pas prendre celui-là, parce qu'on peut faire passer une droite. On va prendre celui-là. On ne peut pas faire passer une droite qui sépare. Là. Donc, si j'essaye, il va tourner un peu en rond, puisque c'est un gradient stochastique. Hein, il y a un petit peu d'aléa. Mais il n'y arrivera pas. Quoi. Alors, un petit point, c'est qu'on regarde toujours le score sur le jeu de données d'apprentissage et toujours sur un jeu de données qui n'a pas servi à apprendre les poids. Ça, c'est ce qui permet de vérifier que notre réseau de neurones généralise bien sur des données qu'il n'a jamais vues. Bon, là, ça ne marche pas. Je rajoute un deuxième... Oh non, je ne vais pas rajouter tout de suite une couche. Je rajoute un deuxième... Je suis bon, je suis dans les temps, je suis un peu en retard. Mais... Voilà, bon, avec 2, il essaye de faire des trucs, mais il n'y arrive pas. Par contre, dès qu'on va prendre 3 neurones, désolé, 3 neurones, voilà, ça suffit pour faire ce qu'il faut. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'enjeu. C'est d'essayer de faire des espaces séparateurs en fait, de nos données. Voilà, donc le réseau de neurones, il nous produit des valeurs entre 0 et 1, et ensuite on seuille, par exemple à 0,5, on va dire qu'on est orange, et en dessous de 0,5, on va dire qu'on est bleu, si les bleus c'était les 0 et les oranges ce sont les 1. Et lui, je vous rappelle qu'il nous sort une valeur continue. Voilà, vous avez le lien si vous voulez aller vous amuser, notamment la spirale.
La spirale, il faut un petit peu travailler pour… c'est assez marrant. Je n'ai pas trop le temps, mais c'est assez marrant de voir comment il arrive à faire… Alors, c'est des représentations. J'aurais presque dû faire un snapshot hier soir, je l'ai refait tourner. C'est des représentations qui ne sont pas très naturelles, en fait. Hein. C'est un petit peu le problème, c'est que c'est une boîte noire. Mais bon, à la fin, il arrive quand même à trouver une représentation pour bien séparer les oranges des bleus. Voilà, donc, j'arrête le partage. Nouveau partage. Et je reviens sur ça qui doit être la présentation. Voilà, donc j'espère que je vous ai fait une introduction qui vous a un peu éclairé pour ceux qui ne connaissaient pas du tout les réseaux de neurones, que surtout ça a démystifié un petit peu ce truc-là. Et maintenant, j'en arrive dans les 5-6 minutes qui me restent. J'en arrive à mon problème. Mais je trouvais que c'était utile. Je me suis dit, ou bien je présente le problème en détail, mais si les gens ne connaissent pas les réseaux de neurones, ils vont avoir du mal à me suivre. Là, au moins, voilà, vous avez quand même quelques idées pour pouvoir suivre la suite. Donc, j'en arrive à mon problème de générer, par exemple, des photos ou tout un tas de choses que j'aurais regardées dans un certain nombre d'exemplaires. Et alors là, l'idée géniale, bon, ça, c'est juste, ouais, je suis obligé quand même d'introduire ça. On va dire que PD, c'est la distribution, c'est le modèle que je cherche, et G, non, c'est le modèle des données, pardon. Donc, c'est la distribution qui est supposée avoir généré mes images, et PG, c'est la distribution que je recherche pour pouvoir générer ensuite des images. Alors, là, il faut oublier, quand on fait ça, comme on est dans des très grandes dimensions, il faut oublier toutes les méthodes non paramétriques des statistiques. Par exemple, les méthodes à noyau ou des choses comme ça, ça ne marche pas. Il y a on peut le montrer assez facilement, on peut le comprendre assez facilement. On est dans des trop grandes dimensions. Donc, on oublie ça. Et donc, l'idée géniale qui a été que Goodfellow, et c'est un chercheur américain, a eu, qui est maintenant, je crois, chez Google, a eu, elle est assez simple, en fait, c'est de dire, bon, moi, je veux faire de la simulation. Donc, déjà, en entrée de mon réseau de neurones, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un vecteur aléatoire. Z, je vais mettre des composantes indépendantes. Hein, ça, on retombe un peu sur ce dont je parlais hier, pour ceux qui étaient là. Hein, un simple vecteur Z. Je vais donner ça à manger à un réseau de neurones, dans l'espoir qu'à la fin, ils me produisent des chats. Par exemple, si c'est des chats que je lui ai donné comme chose à reproduire, ou du flumi, dans mon cas, c'est-à-dire des faciès géologiques. Je passe la justification mathématique qui justifie en fait pourquoi c'est une bonne idée. Mais il y a quand même un petit point, c'est que, je le dis rapidement, en fait, toute distribution, grosso modo, toute distribution peut être vue comme presque toute distribution peut être vue comme la transformée d'un vecteur gaussien. Ça, on peut le montrer assez facilement. La transformer par une fonction G. Et comme les réseaux de neurones, ils sont capables d'approcher n'importe quelle fonction G, c'est ça que je prends pour approcher G. Voilà, donc ça nous donne ça comme schéma. On met du bruit en entrée. Hein. Donc là, je l'ai mis sur une grille. Je mets ça dans l'entrée. Je passe par des couches. Il y a des points que je dois bien sûr trouver, hein, comme pour la classification. Et en sortie, je veux que ça fasse un chat. Bien. Et donc, je n'ai pas des données de classification. Là, j'ai que des images de chat. Je n'ai pas des 0 ou des 1. C'est un chat, ce n'est pas un chat. Donc, on est dans un espèce d'apprentissage qu'on appelle non supervisé. Hein. Donc, comment faire ça? Alors, avant de vous dire comment faire ça, c'est un petit clin d'œil à hier. Parce que je dois toujours me justifier que je fais bien de la géostat. Hein. En fait, en géostat, on fait déjà des modèles génératifs du deep learning, puisque hier, je vous ai montré que si on voulait simuler quelque chose qui avait une covariance sigma, il suffisait d'en faire la décomposition de Cholesky, et puis ensuite d'appliquer à un vecteur gaussien Z la matrice L. Donc ça, c'est vraiment un réseau de neurones, c'est une couche d'un réseau de neurones. Donc la géostat, finalement, elle fait du deep learning, mais avec juste une couche, depuis très longtemps. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Hop là. Bon, le deuxième point, c'est que vous voyez bien que si on fait ça, ça va être très, très compliqué. Hein, parce que si je prends un vecteur, imaginons que je veux générer une image de taille 100 par 100 et que je prends un vecteur latent, un vecteur Z de taille 100 par 100, enfin, donc de taille 100 par 100, donc j'ai 10 000 entrées, 10 000 sorties, ça fait déjà 10 000 fois 10 000 points à trouver avec juste une seule couche de réseau. Hein, 10 000. C'est ça, hein, 10 000 fois 10 000, ça fait combien? Ça fait 100 millions. Hein, donc on ne peut pas faire comme ça, en fait. Hein. Et donc, la deuxième idée forte, c'est qu'on va pouvoir réduire la dimension. On va pouvoir réduire la dimension du problème. Parce qu'en fait, si on prend les visages humains, l'ensemble des visages humains, des photos de visages humains de la base de données, même si on travaille dans un espace de dimension 100 x 100, hein, si c'est des images 100 x 100, donc 10 000, en fait, les images de visage, elles ne se baladent pas dans tout l'espace. Elles se baladent sur une variété, c'est-à-dire une
une surface en dessous, enfin, peut-être pas une simple surface en 2D, mais quelque chose qui a une dimension beaucoup plus faible, quoi, parce que sinon, si on s'écarte trop de cette espèce d'objet, en fait, on n'est plus du tout un visage, quoi. Il y a plein de contraintes entre les pixels qui font qu'on est très, très contraint. Et donc, finalement, on se dit qu'on n'a peut-être pas besoin de résumer d'utiliser les 1 million de pixels en entrée pour caractériser ce qu'est un visage. Et notamment, et ça, j'en ai parlé un tout petit peu, je fais une toute petite digression, mais quand même qui aide à comprendre, on sait que les gens comme Goodfellow savaient que les réseaux de neurones, ils ont une capacité à compresser et décompresser des images, quoi. Donc, ils savent déjà que les réseaux de neurones sont capables de se faire des représentations de faible dimension de leurs données. Donc, vous vous rappelez, hein, je vous avais parlé de l'encodeur FE qui permet de passer d'un espace de dimension RN à un espace de dimension RD. Le décodeur FD qui permet de reconstruire l'image, la fonction coût qu'on cherche à minimiser dans ce cas-là, qui est ici, l'erreur de reconstruction. Voilà le type d'architecture qui est utilisée pour encoder des images. On met en entrée les images, on met en sortie les images, et on force le réseau de neurones à passer dans un goulot d'étranglement avec une dimension beaucoup plus faible que l'image d'entrée. On laisse ce truc-là à prendre les poids. Voilà, on laisse ce truc-là à prendre les poids, et à la fin, si on regarde ce qu'il y a ici, finalement, si on applique la première partie du réseau de neurones aux entrées et on regarde juste les sorties, on a une compression de l'entrée. Ça, vous pourrez vérifier que si on prend des fonctions d'activation linéaires, en fait, c'est la généralisation de l'ACP. C'est exactement ce qu'on fait en ACP. Mais là, on rajoute le fait d'avoir des non-linéarités un petit peu partout qui font que on peut beaucoup mieux compresser qu'avec une simple analyse en composante principale qui est linéaire. Voilà, donc, nous, par exemple, sur notre cas Flumi, hein, là, je vous montre pour la première fois des images Flumi avec lesquelles on a travaillé. Elles étaient en 2D à l'époque. On a vu que des images 64 par 64, on arrivait bien à les compresser dans un espace de dimension 121. 121, c'est parce que c'est 11 x 11. Donc ici, vous avez une image Flumi originale, et on la compresse. Donc là, ça fait 64 fois, c'est 3600. Donc on divise par 36 la quantité d'informations pour la stocker, et on la décompresse parfaitement. Voilà, avec le même réseau, on a réussi à compresser et décompresser ce type d'image. Donc maintenant, l'idée, c'est de se dire, voilà, notre espace latent, vu qu'on peut apprendre des représentations de faible dimension, au lieu de prendre un truc qui a la même taille que les images de sortie, on va prendre quelque chose qui est beaucoup plus petit. Bon, vous allez me demander quelle taille il faut, j'ai envie de dire, c'est un peu d'empirisme là-dedans, hein. Ça ne se fait pas en 5 minutes, hein, en fait. Il faut quelques semaines de travail de doctorant pour arriver finalement à sortir un modèle génératif. Voilà, donc là, vous avez résumé l'architecture de mon modèle. Je vais avoir un espace latent de dimension beaucoup plus faible que ce que je veux générer, un réseau de neurones, et je ne vous ai toujours pas dit comment on apprend ce réseau de neurones. Je vais aller vite, je ne vais pas détailler, mais voilà l'idée. Je vais terminer mon exposé en fait sur cette idée. C'est l'idée géniale des GAN, ça a été de mettre 2 réseaux de neurones en compétition. Un premier réseau de neurones qui est le générateur tel que je viens de vous décrire. Lui, son but, c'est de faire des faux billets, en fait, hein. Il va essayer de produire des faux chats. Et puis derrière, il y a le policier. Donc on joue au gendarme et au voleur. Le policier qui, lui, il a les vraies images. Il va regarder les images générées et il va apprendre à classifier ces images et à dire si c'est un chat ou un chien. C'est un chat ou un vrai chat ou un faux chat. C'est-à-dire qu'on lui donne en entrée, on lui donne les images des vrais chats et des chats générés. On lui dit ça, c'est des vrais chats, ça, c'est des faux chats. Et lui, il va apprendre à les discriminer. Son travail, ça va être d'apprendre à les discriminer. Donc, au départ, on met des poids arbitraires pour ces 2 réseaux. Et puis ensuite, on va alterner une itération du discriminateur et une itération du générateur. Pourquoi on alterne? Parce qu'en fait, les 2 vont optimiser la même fonction coût. Enfin, je suis obligé de donner quelques petits détails. Voilà, je donne quelques petits détails. Le générateur, lui, il produit des images à partir d'un vecteur de l'espace latent. Le discriminateur, il prend ces images et il les classifie comme vraies ou fausses. Et donc, les 2, ils ont des objectifs antagonistes. C'est pour ça que ça s'appelle GAN, Generative Adversarial Network. Ils ont des objectifs antagonistes. Il y en a un qui essaye de tromper l'autre et l'autre qui essaye de ne pas se faire tromper. Donc, en fait, le discriminateur, lui, va produire des nombres entre 0 et 1. 0 si ce n'est pas un vrai chat et 1 si c'est un vrai chat. Et voilà la fonction coût que les 2 vont essayer de tirer dans le bon sens. Donc, la fonction coût, c'est une simple entropie binaire, en fait, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour un problème de classification.
Ici, ce sont les vrais chats. Donc, le discriminateur, lui, il va avoir envie d'augmenter ce terme-là, d'avoir un 1 ici, quand c'est des vrais chats. Et au contraire, quand ce n'est pas des vrais chats, il va avoir envie de rendre cette chose-là petite. Et lui, le discriminateur, le générateur, lui, son but, c'est de faire le contraire. Alors lui, il n'a pas d'accès sur ça, mais il va essayer de rendre ce truc-là grand. Voilà, il veut tromper l'autre. Donc, c'est un problème min-max. Ce n'est pas un problème de simple optimisation. Donc, c'est des problèmes assez compliqués, en fait. Ça arrive dans beaucoup de domaines, hein, les problèmes min-max. C'est assez compliqué à apprendre, mais bon, c'est comme ça que le problème est formalisé. Et donc, si je reviens à mon réseau de neurones, on a une fonction coût ici qui est la même pour tout le monde, et on va alterner. On fait un coût de gradient stochastique où seuls les points du discriminateur changent, avec un jeu de données d'images générées et des vraies images. Donc lui, il s'améliore un petit peu. On fait de la backpropagation. Là, c'est vraiment ce que je vous ai montré tout à l'heure. On fait de la backpropagation pour apprendre les poids de ce truc-là. Et après, on fait une itération du générateur où on passe d'abord par les poids appris par les réseaux, par backpropagation, mais on ne les met pas à jour. Et ensuite, lui, il essaye d'optimiser dans l'autre sens la fonction coût. Et voilà, c'est le principe des GAN. Alors, ça ne marche pas du tout, hein, cette version-là. Elle marche sur des jeux de données très, très simples, mais sur notre cas, sur les images que je vous ai montrées au tout début, ça ne marche pas du tout. Et sur notre cas, ça ne marchait pas très, très bien. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques des algorithmes qui permettent de faire marcher ça. Voilà, il y a plein d'améliorations. C'est un domaine, je crois que l'article de Goodfellow de 2016, il a été cité déjà 40 000 fois. C'est vraiment un domaine très, très actif. Voilà, donc ça permet de générer de l'art. Alors ça, la qualité, je n'en juge pas, mais la signature ici, c'est la fonction coût qu'on cherche à minimiser. L'algorithme, résumé. Un petit exemple quand même sur Flumi. Donc ça, c'était voilà, des images d'entraînement. On s'en était donné 10 000. Et voilà, les résultats, c'est des résultats préliminaires. Maintenant, on fait mieux, mais je n'ai pas réussi à avoir des images de mon doctorant pour cette présentation. Mais voilà un peu ce qu'on arrive à générer. C'était déjà pas mal parce qu'on arrive à générer un petit peu des formes de méandres, hein, ce qu'on n'arrivait pas du tout à faire avec la géostat. Un petit point, j'avais dit que je finissais, allez, laissez-moi encore 2 minutes, un petit point particulier de nos modèles qui permettent de dire que ce sont quand même des modèles géostat, c'est qu'on va apprendre les choses sur des petits morceaux d'images. Ici, par exemple, voilà 4 images d'un autre jeu de données parmi 1000 images. Et ensuite, notre espace latent, les valeurs de l'espace latent, ça ne va pas être un simple vecteur, ça va être sur une grille. Et en gérant bien les effets de bord et en prenant des réseaux qui sont des réseaux qu'on appelle convolutionnels, hein, dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais qui sont des réseaux beaucoup plus simples en fait, que une matrice complètement pleine. C'est-à-dire qu'on fait juste des espèces de combinaisons locales des entrées pour obtenir les sorties. En fait, on arrive à générer des images qui sont beaucoup plus grandes que les simples images d'entraînement. Donc, on a vraiment un modèle géostatistique maintenant qu'on peut utiliser, alors qui est plus complexe que ceux que je vous ai montrés hier, mais qu'on peut utiliser pour faire des images aussi grandes qu'on veut en 2D et en 3D. En 3D, on commence à avoir des premiers résultats vraiment très intéressants. Un autre problème intéressant, c'est que si on a besoin de modifier localement, il suffit de changer l'espace latent localement. Et voilà, vous voyez que j'ai modifié essentiellement la zone du milieu et j'ai gardé la cohérence globale, mais je n'ai pas changé ce qu'il y avait sur les bords. Voilà, donc ça, c'est très utile quand on veut faire de l'inversion. Bon, je passe les détails. Et puis le conditionnement. Alors le conditionnement, je ne maîtrise pas encore parfaitement tous les petits détails, mais grosso modo, l'idée, c'est qu'on va faire du conditionnement, on va faire du bayésien variationnel. Et on a notre... j'ai passé un... Ouais, bon, on va plutôt prendre ça. Excusez-moi si je les ai fait un petit peu à la dernière minute, ces slides. Mais l'idée, c'est qu'on a notre générateur qui a appris. C'est-à-dire qu'on s'est déjà généré du FLUMI, et maintenant on veut générer du FLUMI, mais en respectant des données. Donc finalement, qu'est-ce qui est aléatoire dans notre modèle? C'est les valeurs de l'espace latent X. C'est le prior, c'est gaussien, centré réduit. Et donc nous, on voudrait trouver des nouveaux X qui ne soient plus gaussiens, centré réduit, mais qui soient tels que quand on les passe dans le générateur, ils sont encore du FLUMI. Donc ça, et en plus que ça respecte les données. Donc, pour qu'ils produisent encore du FLUMI, il faut qu'ils soient cohérents avec le prior. Donc, il faut qu'ils ne soient pas trop loin du prior. Et en même temps, il faut qu'ils respectent les données. Et en fait, on a une formulation bayésienne de ce truc-là, variationnelle bayésienne, qui nous permet d'avoir un nouveau petit réseau de neurones, qu'on appelle le réseau conditionnant, qui prend en entrée un espace latent, alors qui n'est plus sur une grille cette fois, puisqu'on
quand on conditionne par des données, on devient non stationnaire, qui va nous générer le bruit dans l'espace latent et auquel on peut ensuite appliquer le générateur pour avoir des images à la fois réalistes et qui respectent les données. Et ça, c'est très facile, c'est un simple apprentissage, c'est un simple problème de minimisation. On n'est plus du tout dans le cadre des GAN. Là, on revient sur des choses assez simples, ce qui nous permet en fait d'avoir une loi a posteriori très rapidement. Donc tout le problème en fait porte sur l'apprentissage du générateur pour le modèle a priori. Après, le conditionnement, ça a l'air d'être assez simple. Alors pareil, je vous montre des résultats, et j'ai terminé. Je vous montre des résultats sur Flumi. C'était encore une fois des résultats préliminaires. Je pense qu'on fait mieux maintenant. Mais grosso modo, voilà une image de référence. Ça, c'est une vraie image Flumi qui a été tirée parmi les 10 000 données, les 10 000 images qui nous ont servi pour faire l'apprentissage. Et là, je vous montre en même temps les résultats de l'apprentissage du générateur et du conditionnement. Donc, vous voyez que les images générées après conditionnement sont assez réalistes. Et en plus, ces résultats étaient moins bons, on a beaucoup mieux maintenant, mais en plus, les points verts, ce sont les points de données qui ont été bien respectés par la simulation conditionnelle. Et je suis un peu surpris. Nous, on atteint maintenant 95% de points bien conditionnés. Là, il y en a un petit peu moins. Bon, enfin, bon, voilà, ça vous donne. C'est un travail qui est en cours, là. Ça vous donne un petit peu l'idée de ce qu'on fait. Donc, voilà, on a réussi à montrer qu'on était capable de faire beaucoup mieux que la géostat pour pouvoir reproduire du Flumi, par exemple. On espère demain des images satellites, voire des dynamiques, notamment pour les problèmes d'ensoleillement, pour essayer de modéliser des nuages. Et on commence à arriver à conditionner ces trucs-là par des observations. Voilà. Bon, j'ai un petit peu dépassé. Mais ça nous permet ensuite d'avoir des cartes de probabilité et puis quelques références. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé pour le délai d'avoir dépassé. Merci beaucoup. Je vais te laisser là devant l'ordinateur. Si on va prendre les questions maintenant, s'il y en a, et ben, tu vas gérer les mains levées parce que le siège est tout petit là. Il faut mettre galerie comme ça. Voilà. N'hésitez pas s'il y a des questions. Oui, Maxime. Oui, merci beaucoup là, pour la présentation. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Hier, j'étais un peu plus perdu qu'aujourd'hui. Là, je trouvais que là, tu as vraiment… Attends, ouais, Maxime, excuse-moi, Fred demande que tu mettes la caméra. Ah, pardon. Hop là. C'est bon, vous me voyez? Donc, tu as été moins perdu qu'hier. Ouais, j'avoue que hier, j'ai eu plus de mal à suivre. Et là, je trouve que, en tout cas, l'explication sur les réseaux de neurones sur lesquels, en fait, c'était quand même une grosse boîte noire pour moi. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Donc, merci beaucoup déjà. Et après, du coup, il y a plusieurs choses là. Bon, en particulier, je voulais réagir sur tes derniers résultats que tu montres là sur la reproduction de patrons conditionnés là. Donc, tu as parlé d'applications potentielles sur les images de télédétection. Et alors, bon, tu as parlé des nuages, etc. Mais est-ce que du coup, tu sais qu'on a des gros problèmes en fait en télédétection, c'est la reproduction, en fait, le fait que les angles d'acquisition rendent la comparaison d'images extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'une même image acquise dans deux endroits contigus ou même au même endroit avec des acquisitions différentes, va en fait créer énormément de problèmes pour comparer les images. Et tu penses que ça, par exemple, ces réseaux de neurones, tu pourrais resimuler en fait des images qui seraient en fait… Enfin, j'ai pas bien compris en fait ce que tu disais par rapport à l'utilisation de ces reproductions d'images dans le cadre de la télédétection. Tu parlais de ces effets BRDF, par exemple, ou uniquement J'aurais peut-être pas dû alors parler tout de suite de télédétection parce que je n'ai pas encore travaillé sur le sujet, mais nous, les images qu'on nous a présentées, c'était des images sur des petites placettes qui montraient en fait des dynamiques de nuages. Et l'idée, ce serait de faire un modèle géostatistique pour reproduire ces petites images et ensuite de pouvoir le conditionner à des observations. Ils ont des caméras hémisphériques qui mesurent juste très, très localement les nuages. Et ça serait de faire de la simulation conditionnelle à partir des images un peu plus grandes, à un peu plus grande échelle, et d'observation terrain. C'est ça. Après, les détails de la télédétection, pour l'instant, je n'ai pas encore… D'accord, ok. Mais par rapport à ce que tu disais hier, du coup, tu n'as pas de temporel, là, par exemple. Tu pourrais pas non, il n'y a pas de temporel.
D'accord. Et aussi, juste pour dire, ce que je vois comme potentielles applications qui sont super, on avait travaillé avec ton package, notamment là, dans un travail qu'on a publié l'année dernière sur la reproduction d'images en fait, similaires à ce qu'on observe, qui ont les mêmes propriétés spatiales. Et en fait, ça, c'est vraiment super utile en écologie pour faire des modèles nuls qui préservent la structure spatiale. Donc, enfin, si tes approches en fait pouvaient être facilement appliquées à des jeux de données et reproduire en fait des images qui préservent les structures spatiales, c'est des super outils. Alors évidemment, il ne faut pas les conditionner cette fois-là, mais en tout cas, ça fait des super modèles nuls en fait pour tester en prenant en compte l'autocorrélation spatiale dans tes jeux de données. D'accord, bah merci pour ton retour. Nous, on est ouvert, enfin, on a un doctorant, en fait, donc, tout le travail vraiment de fond est fait par un doctorant, Ferdinand. Et bon, lui, là, bon, on l'a mis sur Flumi, mais il n'a pas envie de faire du pétrole toute sa vie, quoi. Et donc, on cherche des applications, quoi. Donc, on est vraiment très, très ouvert. Le code, il n'est pas disponible aussi simplement que notre package, puisque c'est encore un travail en cours, hein. Il sera bien sûr open source, mais ce n'est pas encore fait, quoi. Il faut vraiment, on n'est pas prêt à le diffuser, quoi. Par contre, faire des collaborations, on est tout à fait ouvert à ce genre de choses, quoi. Donc, si toi, tu vois un problème qui rentre parfaitement dans le cadre de ce que j'ai présenté, avec grand plaisir pour en discuter. Je crois qu'on doit se voir cet après-midi, d'ailleurs. Si tu es disponible. Ok, ouais, on en reparle juste après, ouais. Super, merci beaucoup. Merci. Reste à main. Best à main. J'arrive pas à essayer, je mets lower end et ça ne disparaît pas. Alors, donc, elle va rester. Désolé. Ça va. Baisser sa main. Je peux. Tac. Non, Ah, ouais. ouais, c'est bon. Je peux baisser les mains. OK. Je crois après, il y avait donc Bruno. Oui, merci Nicolas. C'était vraiment une présentation très pédagogique. Je suis d'accord avec Maxime que moi aussi, j'étais un petit peu perdu hier à certains moments. Et aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment ça hyper intéressant. Par exemple, j'ai bien aimé l'illustration là, avec ce générateur sur TensorFlow. Je regardais en même temps que tu parlais le problème de la spirale, qui est super compliqué, c'est vrai. Puis finalement, on s'aperçoit c'est facile de trouver un réseau neuronal qui résolve ce problème de spirale avec 0,3% d'erreur sur le set de tests. C'est impressionnant. Et en fait, j'avais une question à te poser sur les réseaux antagonistes génératifs, là, les GAN. En fait, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris finalement, c'est qu'on a deux réseaux, là, le générateur et le discriminateur. Et en fait, il y en a un qui va produire des fausses images, enfin des faux chats, on va dire, et l'autre qui va travailler sur des vrais chats. Et en fait, je ne sais pas, est-ce que tu peux venir un petit peu sur cette… Bien sûr, oui. Parce qu'en fait, je me demandais à quoi ça servait finalement si on donnait des faux chats directement au réseau. On lui demandait de reconnaître des vrais chats. Pourquoi ça marche mieux finalement d'utiliser des réseaux antagonistes? Pourquoi ça? Excuse-moi, j'ai pas entendu la fin de la question. Pourquoi ça marche mieux en fait en ayant deux réseaux antagonistes? Pourquoi on arrive à mieux distinguer les chats, quoi, finalement? Ouais, en fait, le problème, c'est Là, le problème, c'est qu'on a des entrées aléatoires, c'est-à-dire que et on a une base d'images. Je ne sais pas si je vais réussir à bien répondre à la question. Je vais être obligé de reformuler ce que j'ai raconté. Je ne suis pas complètement sûr de comprendre là où j'ai la difficulté. Tu m'as dit pourquoi ça marcherait mieux de faire ça, en fait, par rapport à… En fait, quel est l'intérêt d'avoir le générateur, finalement, en fait? Le générateur, c'est le modèle. Donc, le générateur, lui, c'est lui qui va nous générer des… Donc, si on accepte que notre problème, c'est de produire des faux chats, enfin, des faux chats ou demain, des fausses choses, hein, des faux visages, des faux… Ça, c'est notre problème. Et on l'a formulé via un réseau de neurones génératifs. Donc, pour moi, mon modèle, c'est ce truc-là. Ah, ok, c'est bon. Là, on remplace le modèle par un truc comme ça. Donc, ça, je ne peux pas le remettre en question. C'est quelque chose qui nous produit, ça nous permet d'avoir de l'aléa parce qu'on lui donne de l'aléa. On lui donne de l'aléa et à la fin, il nous produit des images aléatoires qui, on espère qu'elles ressemblent aux images de notre base de données d'entraînement. Donc ça, je ne peux pas le remettre en question. Ok. Non, mais c'est bon, j'ai compris maintenant. Ok. Voilà. Et le je n'avais pas compris on utilise le discriminateur, mais après, on le jette. Hein. Le discriminateur, il est mauvais. Le discriminateur, il est très bon juste pour il s'est spécialisé dans la séparation des chats générés et des chats réels, hein, mais il n'est pas bon pour
pour comparer des chats et des chiens, par exemple. Ça c'est poubelle après le. D'accord. Donc, le rôle du discriminateur, finalement, c'est de nous confirmer que le générateur fonctionne. C'est de nous. Si on arrive à créer un discriminateur, ça veut dire que notre générateur est bon. En fait, on crée les deux en même temps parce que le générateur, lui, au début, il vous produit des chats qui ressemblent à ça. Et bon, ça, c'est ceux qu'on suivi hier, c'est des simulations géostat que j'ai mis ici. Le générateur, au début, il vous fait des trucs, ça ressemble à rien, quoi. J'en ai, j'ai pas mon ordi là, mais j'ai des exemples des premières itérations du générateur. Ça ressemble pas du tout à un chat. Il faut vraiment travailler sur les poids ici pour que ça se mette à ressembler à ce qu'on veut. Et il faut bien une fonction coût pour faire ça, quoi. Et nous, ici, on n'a pas de labelling avec du 0 ou du 1. Enfin, on n'a que des 1 et avec des vrais chats. Donc, l'idée géniale de Goodfellow, c'est de dire, bah voilà, on va créer en fait un discriminateur qui va apprendre à séparer les deux. C'est comme un faux monnayeur. J'ai voulu aller peut-être un peu trop vite à la fin. J'avais peur d'être trop bavard. Au début, lui, il fait des faux billets, mais il est mauvais, c'est un débutant. Et heureusement, on lui a mis en face de lui un stagiaire gendarme qui est aussi mauvais. D'ailleurs, c'est important que les deux soient aussi médiocres au départ. S'il y en a un qui est trop fort, on n'apprend plus rien. Si vous jouez aux échecs contre un grand maître, il va vous exploser, vous n'allez pas comprendre pourquoi, alors que si vous jouez contre quelqu'un un peu plus fort que vous, vous allez pouvoir voir dans quelle direction aller pour progresser, quoi. C'est des problèmes de gradient, de fonctions coût qui deviennent toutes plates si jamais on n'est pas au bon endroit. Donc au début, les deux sont médiocres. Ensuite, le générateur, il va proposer quelque chose. Ça va passer par un discriminateur médiocre. Voilà. Après, le discriminateur médiocre, il se dit, bon, quand même, il faut que je progresse un peu. Donc, je vais améliorer mes poids pour apprendre à mieux distinguer. Ça, c'est un simple problème de classification. Mais on ne le laisse pas apprendre pendant 150 itérations, sinon il devient trop fort. Donc, il fait une itération ou deux. Hop, il améliore un peu ses poids. Donc, maintenant, le générateur, il faut qu'il fasse un petit peu mieux. Le faux monnayeur, il faut qu'il fasse un peu mieux parce que le policier, il a pris du grade, si vous voulez. Donc, il va devoir améliorer ses poids. Et toujours pareil, donc il va générer des vraies images, des fausses images, ça va passer dans le réseau de neurones, et ensuite, ça va travailler sur la même fonction coût. Et en fait, ils tirent tous les deux sur un drap. Lui, il y en a un qui essaie de le faire aller d'un côté et l'autre qui essaie de le faire aller de l'autre. Et à la fin, on atteint un équilibre en fait, qu'on peut montrer être l'équilibre optimal. En fait, c'est celui où le générateur générerait des chats parfaits où le discriminateur serait complètement incapable de distinguer entre les vrais chats et les faux chats. Voilà, je brode un petit peu, je ne pense pas avoir répondu parfaitement à la question. Mais... Non, si, parfaitement. Et la métaphore des faux monnayeurs et du gendarme est parfaite pour ça. Oui. Elle est de Goodfellow aussi, malheureusement. Ça m'a bien aidé aussi. Mais donc, en entrée du discriminateur, c'est les faux chats simulés par le générateur. Exactement. Et les vrais chats. Et des vrais chats. Pour que ce soit plus clair, il faudrait que tu rajoutes sur l'image que c'est faux. Parce que, du coup, moi, je voyais vrai et je ne comprenais pas le lien entre les deux aussi. Il faudrait que je rajoute quoi, pardon? Excuse-moi. Qu'en entrée du discriminateur, il y a des vrais chats et des chats simulés. Pour que ce soit plus clair, peut-être. Il n'y a pas de vrais chats au début. Si, en entrée si, oui, il y a du simulateur, non, il n'y a que du bruit en entrée. Du discriminateur. Du discriminateur, il y a les réels ici et les fakes. Ah, d'accord. C'est que je n'avais pas compris. Je crois que c'était la sortie du générateur. Ouais, c'est un peu peut-être mon schéma pour être fait. Du coup, en voyant vrai dans le schéma, je ne comprenais pas le lien entre les deux. Ouais, j'aurais peut-être dû faire. Bon, je vais essayer de revoir comment on le peut faire plus. Désolée pour l'intervention idiote. Pas de problème. Merci, c'est un nom. C'est son nom. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais, alors je suis désolé, caméra. moi j'ai pas de caméra, donc vous n'allez pas pouvoir voir ma sale tronche, mais c'est pas très grave. Je te remercie pour ta présentation. À chaque fois, je trouve que c'est bien de rappeler un peu comment sont construits les réseaux de neurones, à quoi ils peuvent servir, et je trouve que tu as fait une bonne présentation dans ce sens-là. Maintenant, j'aimerais bien que, à ton tour, tu pondères ton propos. C'est-à-dire que tu utilisais beaucoup les mots faciles, petites fonctions, un peu comme si c'était à la portée de n'importe qui de bâtir ce genre d'outils. Et moi, j'ai noté que il y avait plusieurs sortes de fonctions d'activation, il y avait plusieurs sortes de structures, il y avait plusieurs sortes de neurones, il y avait plein de manières de calculer des fonctions de coût, des fonctions de distance, des manières de faire descendre
la valeur de la fonction de coût. Enfin, globalement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'expertise à avoir au moment où on cherche à bâtir un réseau de neurones. Et j'ai compris aussi que il y a des classes de réseaux de neurones pour des classes de problèmes qu'on va leur soumettre. Est-ce que tu peux essayer, s'il te plaît, de faire la part entre la tâche et la difficulté de la tâche que va devoir remplir celui qui conçoit le réseau de neurones et la tâche et la difficulté de la tâche de celui qui va utiliser le niveau de neurone, j'ai eu l'impression que c'est un peu comme pour les stats, quoi. Il y a ceux qui rédigent les packages et puis ceux qui les utilisent. Et chacun des deux n'a pas les mêmes objectifs, finalement. Que je suis clair dans ma question. Oui, parfait. Alors, je sais, clair dans la question, je ne sais pas si je vais pouvoir faire une réponse parfaitement claire, mais donc, nous, on est plutôt sur la partie, là, autant en géostat, on est vraiment les constructeurs de packages, quoi. Autant sur les réseaux de neurones, pour l'instant, on se voit, même pour longtemps, je pense, on est plutôt des utilisateurs de packages, quoi. Donc, d'un point de vue informatique, honnêtement, c'est une demi-journée. Alors, on est plutôt sous Python dans ce monde-là. Je pense qu'il y a des choses en R, mais voilà, on va dire que entre Python et R, on peut passer assez facilement de l'un à l'autre. Mais bon, ça, voilà. Si on connaît Python, on va dire, il suffit de voir comment utiliser le package. On prend des exemples simples. On travaille, on joue un petit peu sur les fonctions coûts, sur les architectures, un petit peu comme dans ceux qui peuvent aller sur le site que je vous ai montré. Voilà, c'est assez simple de dire je mets 3 couches. Dans la première couche, je mets 12 neurones, je mets telle fonction d'activation. Tout ça, c'est simple. C'est du code. En une ligne, on écrit une couche d'un réseau de neurones. Voilà, on branche ça. Des fois, le branchement est un peu fastidieux parce que il y a un peu de. Comme dans tous les packages, il y a des trucs qui ne sont pas trop parfaitement faits, mais des choses qui sont beaucoup trop générales. Mais grosso modo, voilà, en 1 heure ou 2, on peut, un programmeur de base de package, un utilisateur de base de package, il sait utiliser un réseau de neurones. Il arrivera à le faire tourner sur des jeux d'exemple toys, comme le jeu donner des chiffres. Vous savez, c'est le premier succès où on reconnaît des chiffres automatiquement à partir c'est pour les codes postaux sur les enveloppes pour apprendre à tout de suite repérer le code postal. Voilà. Et puis après, quand il va avoir ses vraies données, il va falloir qu'il travaille un petit peu. Alors, tu m'as parlé de classes de problèmes et de classes de modèles. Donc, c'est tout à fait ça le problème, c'est qu'il y a plein d'architectures. Et nous, moi, je suis spécialisé dans tout ce qui est spatial, ou spatio-temporel, enfin spatial, on va dire pour l'instant. Et la classe d'architecture pour tout ce qui est spatial, c'est ce qu'on appelle les réseaux convolutionnels. Donc, j'ai des slides encore moins, avec encore plus d'animation et moins de formules qui montrent ce que c'est qu'un réseau convolutionnel. C'est hyper simple, en fait. Mais nous, on sait qu'on doit utiliser ce type de réseau convolutionnel. Donc, dans le package, on va dire, au lieu d'utiliser un réseau dense, ça, c'est un réseau dense, c'est-à-dire qu'il y a des flèches partout. Toutes les entrées ont des flèches avec toutes les sorties de la couche d'après. Nous, on va utiliser un réseau convolutionnel, qui est une forme de réseau où, finalement, chaque entrée n'a des couches, des relations qu'avec les voisins, et où, en plus, c'est tout le temps les mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'on a tout le temps la même relation avec son voisin de gauche. Enfin, je parle en termes de grille, là, mais on a tout le temps la même relation avec son voisin de gauche. Voilà, donc on sait un petit peu, et puis il y a des architectures typiques de réseaux convolutionnels en fonction de la complexité des données qu'on a. Si on a des données avec beaucoup de classes, on sait qu'on va devoir utiliser plutôt le modèle de Google. Si on a des données avec peu de classes et peu de pixels, on va plutôt utiliser un modèle plus rudimentaire, etc. Et ces modèles de base, donc déjà formés par leur empilement de couches, ils sont disponibles. Voilà, donc par exemple, pour faire la reconnaissance d'image, il n'y a rien à faire, en fait. Il suffit de trouver le bon modèle. Après, moi, j'ai des stats, mais bon, je ne vais pas refaire. En plus, je ne suis pas prêt, mais si vous voulez, je pourrais vous faire à distance un exposé pareil sur les réseaux convolutionnels, qui est encore moins difficile, je pense, que celui-là. Et puis avec un petit TP derrière qui vous montre voilà, mais ce que recommandent les grands universitaires américains, c'est d'utiliser des architectures déjà prêtes pour, par exemple, des tâches bien définies. Classification d'images, il faut utiliser le modèle de Google ou de Facebook pour classifier les images. Et il est déjà tout prêt. Il est déjà même préappris sur des grandes bases de données. Par exemple, j'avais entendu des gens qui avaient travaillé sur des tumeurs, la détection de tumeurs dans des images. Et en fait, ils utilisaient un gros réseau de neurones qui avait été appris sur une énorme base de données pendant des mois de calcul avec des puissances de calcul considérables. Ils mettaient à disposition ce réseau de neurones
les premières couches, on n'y touchait pas. En fait, elles modélisaient la vision de manière générale. Et l'utilisateur, il avait juste à apprendre les poids de la dernière couche qui était capable de séparer entre les images où il y avait quelque chose d'une tumeur et les images où il n'y en avait pas. C'est ce qu'on appelle le transfer learning. Voilà, donc je brode un peu, je suis trop bavard, je me rends compte, je réponds peut-être un peu plus loin que… Donc oui, c'est assez facile en fait de se mettre, c'est beaucoup plus simple de se mettre à ça et de vraiment bricoler avec ça que de bricoler de la géostat, je pense. Et puis il y a énormément d'aides en fait, ça a tellement de succès que vous tapez sur Google quelque chose, vous trouvez toujours un morceau de code, toujours un blog de quelqu'un qui a fait la version pour les nuls du papier. Enfin, moi j'ai beaucoup appris par des blogs en fait de gens qui vulgarisaient ces choses-là. Et voilà, je sais pas. Après, il faut de l'aide peut-être si on veut aller vite. Si on veut s'y mettre vite, il faut peut-être quelqu'un qui vous aide à mettre le pied à l'étrier. Ça me paraît peut-être facile maintenant parce que ça fait 3 ans que je travaille dessus aussi. Mais… Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Le pouce, ça veut dire que c'est bien. Merci. J'enlève je laisse le pouce parce que ça me fait plaisir. Ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Merci beaucoup pour vos questions et votre écoute. Désolé d'avoir un peu été long. Non, mais c'était parfait. Écoute, non, mais je veux dire, nous, on est vraiment en recherche de collaboration maintenant sur ces sujets. On commence à maîtriser les outils. Voilà, on n'a pas le temps de trop se plonger dans les problèmes. Voilà, il faut qu'on arrive à trouver l'interface sur laquelle c'est simple pour nous de collaborer avec vous et on essaiera de faire en sorte que ce soit le plus simple pour vous de nous comprendre. Mais voilà, on est en recherche maintenant d'application de ces choses-là. Voilà, je vous remercie. Donc, s'il n'y a plus de questions, voilà, c'était la deuxième session plus accessible que celle d'hier, moins technique, mais voilà, on a vu des aspects différents. Merci d'être venu d'ailleurs. Voilà, je veux remercier au nom de tous les gens qui étaient présents, Nicolas, et pour de futures collaborations avec tous les gens qui sont ici ou évidemment tous les autres. Merci Voilà. beaucoup. Merci à vous et très bonne journée et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. L'enregistrement tout en haut déjà. Comme ça, il va enregistrer. Alors, tout en haut à gauche. Le petit carré, je pense. À droite de là.